Bonjour et bienvenue à ce webinaire partenaire. Aujourd'hui, notre partenaire, c'est bien sûr Intrum et qui va traiter le thème « Comment optimiser la performance recouvrement dans un contexte, dans ce contexte sanitaire ». Alors, ça va être intéressant parce qu'on va tourner autour de deux types de questions. Quel retour d'expérience et quelles leçons en tirer pour l'avenir et pour l'amélioration continue des résultats. Alors, on a le plaisir de recevoir pour traiter ces thèmes Anne Villiard, qui est directrice générale adjointe d'Intrum, et Nathalie Paris, qui est directeur de l'indemnisation et du recouvrement pour la région Europe de l'Ouest de la COFAST. Bienvenue. Le mieux est que vous présentiez maintenant vos entreprises avant que nous passions à une série de questions. Anne, je vous laisse commencer. Oui, tout à fait. Un instant. Voilà, écoutez, effectivement, ravi de pouvoir partager une expérience client concrète avec Nathalie. Effectivement, donc Intrum est présent dans 24 pays en Europe, 160 pays partenaires. On a aujourd'hui 80 000 clients, on est un groupe coté à Stockholm. Vous voyez les couvertures géographiques qui sont faites aujourd'hui, même si on va davantage parler de la France ce matin. Voilà, nous gérons plus de 80 milliards d'encours sur l'ensemble des pays qui sont présentés sur cette diapositive. On a une vraie spécialisation dans le monde de la créance entreprise en France, dans lequel qui est un pays dans lequel on a vraiment poursuivi une politique de spécialisation, et notre volonté, c'est d'accompagner les transformations des organisations et d'apporter une réponse adaptée aux enjeux croissants de gestion du cash et de fidélisation des clients. C'est bien les deux thèmes, c'est améliorer le cash et c'est fidéliser les clients débiteurs, avec à la fois des actions qui peuvent s'inscrire tout au long de la chaîne order to cash avec de la marque blanche, dans le retard de paiement avec du recouvrement contentieux, avec du recouvrement judiciaire, avec de la gestion de procédures collectives. On met à disposition aussi de nos clients une plateforme logicielle d'optimisation du cash qui s'appelle Attractive. Donc voilà, on est très positionné sur le périmètre du dossier de la créance entreprise, avec plus de 200 collaborateurs spécialisés par processus sur ce secteur d'activité en France. Et c'est dans ce titre-là que nous avons notre partenariat avec COFAS. Alors, COFAS, en bref, je pense que tout le monde connaît le nom de COFAS. Il paraît que même sur l'iPhone, quand on tape COFAS, il apparaît dans le dictionnaire Apple. Donc, je pense que tout le monde connaît l'entreprise. Le rôle principal de COFAS, c'est d'accompagner le développement commercial de ses clients par le biais de deux actions principales. D'abord, en les guidant vers des acheteurs solvables, parce que c'est mieux de vendre à des entreprises qui vont payer les factures. Et la deuxième action de COFAS, c'est qu'en cas de non-paiement de ces factures, nous indemnisons nos clients pour compenser la perte. Donc, nous sommes une entreprise qui est assez âgée, puisque vous voyez qu'on existe depuis 1946. On a une forte expérience, évidemment, sur l'export, puisque au départ, COFAS était vraiment spécialisé pour l'accompagnement des entreprises exportatrices. Nous avons plus de 4000 collaborateurs. Et notre principale, donc il faudrait passer juste le slide après, notre principale particularité, notre forte implantation au niveau mondial, puisque nous avons 70 implantations directes à travers le monde, dans lesquelles on a des équipes qui analysent les bilans des entreprises, puisque notre premier métier, c'est quand même la connaissance des entreprises à travers le monde, puisqu'on leur donne une note qui nous permet de délivrer des garanties. On a aussi des équipes qui indemnisent les factures impayées, qui en fait vérifie que toutes les clauses du contrat sont bien respectées. Et bien entendu, une fois qu'on a indemnisé,
et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons mener des actions de recouvrement auprès des débiteurs qui n'ont pas payé leurs factures pour essayer de reverser l'argent à nos clients ou éventuellement se rembourser de notre indemnité. C'est là où effectivement notre partenariat avec Intrum est très important, puisque sur le marché français, nous confions une grande partie de nos dossiers à Intrum pour qu'il mène toutes les actions de recouvrement sur les débiteurs français de nos clients. Très bien. Alors, on va passer dans le vif du sujet, bien sûr. Donc, comment s'est passée cette année 2020 en matière de sinistralité et de recouvrement d'entreprise? Alors, en matière de sinistralité, je ne vous surprendrai pas en vous disant que ça a été une année inédite. Dès le mois de mars, avec l'arrêt brutal de l'activité de toutes les entreprises au moment du confinement, nous avons dû nous préparer en quelques jours à pouvoir, bien entendu, continuer à assurer notre qualité de service habituelle, mais également nous préparer à une vague de sinistres qu'on anticipait comme un tsunami. Heureusement, cette vague de sinistres a bien eu lieu, bien entendu, mais pas dans les proportions que nous attendions, en tout cas sur le marché français, puisque assez rapidement, l'État a mis en place des mesures complémentaires pour pouvoir maintenir des garanties auprès des clients à travers le CAP Relais, dont vous avez certainement entendu parler, et le CAP Plus, qui permettait aux clients d'avoir des garanties supplémentaires. Bien entendu, les PGE qui ont été mis en place, les subventions, le chômage partiel, ont permis aux entreprises de passer la crise à peu près correctement. Nous avons, malgré toutes ces mesures, dû faire face à une hausse de la sinistralité en montant de plus de 40%. Donc, ça a été quand même une année très forte pour nous en termes de sinistralité. C'est pour ça que les actions de recouvrement derrière sont vraiment cruciales dans une période comme cette année 2020, parce que quand on décaisse 40% de plus, il faut vraiment qu'Intrum derrière aille nous récupérer le maximum d'argent. Très bien. Et alors, même question à Anne. Alors, effectivement, au niveau d'Intrum, en général, suivant les secteurs d'activité de nos partenaires, c'est vrai que les accroissements de sinistralité ont été plus ou moins importants. Là, on est dans notre retour d'expérience avec COFAS. Donc, même s'il n'y a pas eu de tsunami, comme dit Nathalie, il y a au moins eu un choc du premier confinement. On le voit ici avec les courbes en bleu. On voit très bien le printemps avec le mois d'avril qui arrive avec cette montée. Ce qu'on veut dire quand même, c'est qu'on avait un premier trimestre 2020 quand même avec un certain nombre d'entreprises avant Covid qui montraient des signes de faiblesse. On a dit qu'on voulait tirer des leçons pour l'avenir. On le sait que toutes les aides dont a parlé Nathalie sont venues du fait de Covid se greffer dans certains cas sur des contextes d'entreprise qui étaient déjà fragilisés avant et qu'on sait qu'on va retrouver après. Mais effectivement, ce qu'on a vu, c'est à la fois un accroissement important de la sinistralité et puis aussi un changement des profils dans la sinistralité. Et là, donc, nous avons repris par les branches d'arbitrage, en fait, qui sont celles de COFAS aujourd'hui. Et vous voyez la distribution, en fait, des entrées, en fait, de dossiers que Intrum a pu avoir à traiter. Et donc, on voit une baisse sur la partie agro, retail, pharma. On voit la hausse la plus importante sur toute la partie BTP, électricité, papier. Et sur la partie auto, métaux, chimie, on est à -6. C'est tiré, le deuxième pavé est vraiment tiré, on le verra plus loin, par le secteur du BTP, qui a été vraiment en progression très, très importante dans les entrées de dossiers. Il y a un secteur ici qu'on ne voit pas, qui a évidemment beaucoup progressé, qui est dans la première branche. Nathalie, vous me rectifierez si je me trompe, c'est bien évidemment l'hôtellerie-restauration, qui a été le deuxième secteur derrière BTP qui s'est le plus développé
en volume et en sinistralité, en dépit des mesures d'aide. Hein. Donc voilà, donc effectivement, et puis quelques sous-secteurs du retail ou de la distribution, on a tous en tête quelques dossiers phares de l'année 2020 où, en dépit du soutien gouvernemental, on a bien vu quelques cas emblématiques d'entreprises très, très connues qui étaient déjà à mal avant et qui ont vraiment fait défaut. Donc, suite à l'impact en fait du premier confinement. Voilà, donc une matière qui augmente en volume, c'est vrai, une matière qui change de profil. Hein. Donc, vous voyez de suite arriver finalement une partie des enjeux, hein, qui sera qu'effectivement ce type d'entreprise débitrice n'ont pas naturellement forcément les mêmes potentiels payeurs. Hein, que effectivement les débiteurs traditionnels qu'on observait en avant-crise. Voilà. Alors, qu'avez-vous mis en place comme dispositif particulier au niveau opérationnel? Enfin, quels moyens, quelle approche différenciée, segmentée? J'imagine qu'on a revu tous ces indicateurs. Oui, alors il y a au niveau d'Intrum au global un dispositif opérationnel dédié crise, hein, qui a été mis en place effectivement et déployé, hein, et qui a concerné effectivement tous nos partenaires. Et puis sur le retour d'expérience COFAS plus particulièrement, hein, des dispositions particulières supplémentaires qui ont été déployées. Hein. Donc, en fait, le dispositif opérationnel a reposé autour de 3 piliers. Hein, un pilier autour du maintien de l'activité, hein, avec un plan de continuité d'activité activé en moins de 3 jours, hein, pour les équipes, et un maintien du contact téléphonique et une adaptation et maintien des canaux de contact. Sujet d'autant plus stratégique donc pour un partenariat avec de l'assurance crédit, hein, puisqu'on est vraiment dans l'externalisation de l'indemnisation, c'est des prestations essentielles, hein, donc qui sont là couvertes. Donc ce pilier 1 était absolument essentiel. Ensuite, un deuxième pilier qui est un dispositif de parcours client agile, hein, donc qui a eu véritablement des secteurs protégés, hein, pendant toute la durée de ce confinement. Donc, ça a vraiment nécessité par secteur d'adapter les politiques de recouvrement, à la fois pour des raisons évidentes d'efficacité, de joignabilité, hein, ou des raisons de contactabilité, ou aussi de raisons d'image, hein, puisqu'il s'agissait de s'inscrire aussi, hein, dans un dispositif d'accompagnement, y compris pour la partie recouvrement, et un recouvrement qui ne soit pas au détriment de l'efficacité. C'est tout le thème de cette discussion. Et le dernier point, c'est effectivement une approche segmentée, c'est du renforcement de moyens opérationnels très importants, une personnalisation des encours, une approche différenciée par type de segment et une approche différenciée même par dossier. On va le voir, et qui s'est mené en étroite coopération avec Nathalie et ses équipes. Alors justement, comment a été géré le pilotage du partenariat dans cette période? Alors, de mon point de vue, c'est vrai qu'on a commencé ce confinement avec un effet de sidération où du jour au lendemain, certaines entreprises étaient déjà prêtes pour faire du télétravail, travailler à distance et maintenir une activité, comme Intrum ou COFAS par exemple, mais nombreux débiteurs n'étaient absolument pas préparés à un arrêt brutal d'activité, et ils ont mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour s'organiser. Donc le début de la crise, pour être très clair avec vous, nous on a été très alarmés parce qu'on n'arrivait plus à joindre les débiteurs, ni par mail, ni par courrier, ni par téléphone. Donc, il y a d'abord eu une période où on s'est vraiment inquiété, où on s'est dit, oh là là, le taux de recouvrement, là, on va plus recouvrer rien du tout, ça va être compliqué. On a donc laissé le temps aux débiteurs de s'adapter, de reprendre une activité à distance. On a segmenté les secteurs en se disant tout ce qui est restauration, discothèque, aéronautique,
petits, tout ça, on savait qu'il n'y aurait pas d'argent tout de suite, donc on les a plutôt mis de côté pour les laisser respirer. Tous les autres secteurs qui continuaient à travailler, qui ont réussi à s'organiser, tout ce qui était tous les secteurs de services où on sait qu'à distance le chiffre d'affaires était maintenu. On a bien entendu intensifié nos actions pour pouvoir vraiment être au plus rapide et au plus efficace pour récupérer ces montants. Donc on s'est vraiment adapté selon les secteurs, selon est-ce que les entreprises étaient prêtes ou pas à continuer leur activité. Et puis après, il y a eu le PGE qui est arrivé, qui a redonné un peu de souffle aux entreprises, même si on sait qu'un jour, il faudra le rembourser. Mais en tout cas, sur l'année 2020, ces PGE, ces chômages partiels, ont permis aussi aux entreprises de payer leurs fournisseurs. Donc, on s'est aussi beaucoup... on a mené des partenariats aussi avec les débiteurs en leur demandant presque de demander des PGE pour pouvoir avoir cette trésorerie pour pouvoir payer les factures. On a fait plus d'accompagnement auprès des débiteurs, on a plus personnalisé l'approche, mais on est resté sur des actions très soutenues. Selon les secteurs d'activité, on n'a pas baissé la garde, on s'est pas dit on laisse passer et on attend. On a voulu vraiment maintenir quand même un rythme d'approche assez soutenu pour que les débiteurs nous payent rapidement, puisqu'on sait qu'en termes de recouvrement, la rapidité, c'est un facteur clé. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel rôle concret a joué l'intelligence analytique et économique, et surtout, est-ce qu'on a bien utilisé l'intelligence artificielle dans un contexte aussi particulier? Alors là aussi, il y a eu, pourrais-je dire, une période de sidération dans la mesure où on arrive au printemps à une période de crise absolument inédite, hein, où on pourrait dire qu'en termes d'intelligence artificielle et de data traditionnelle, hein, dans tout ce qui relève de la prédictibilité de la solvabilité ou de la prédictibilité des atterrissages recouvrements, il y a peu de choses qui se mettent à fonctionner. Hein. On est déjà dans un contexte, si on se rappelle, il y a de plus en plus de données confidentielles, hein, en termes de chiffres disponibles sur les entreprises. Ce qui veut dire que ce qui va faire la différence à un moment donné par rapport à la performance de recouvrement, c'est la capacité à avoir un vrai effet d'échelle, hein, qui a toujours été l'ambition d'Intrum en France, mais dans le groupe, hein, puisqu'effectivement, de dire que la data et la connaissance data est au centre finalement de nos activités. Hein, on peut avoir les meilleures équipes du monde, on peut avoir les meilleurs outils du monde, et on peut en parler, puisqu'encore une fois, COFAS travaille sur notre plateforme collaborative interactive. Ça ne suffit pas si effectivement on n'a pas tout un travail en profondeur autour de la data. Donc effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le recouvrement associé au digital, c'est bien. Sauf que dans un contexte de crise sanitaire, ça rebat complètement les cartes et on doit travailler de manière complètement intégrée pour arriver à améliorer la performance. Donc effectivement, si Intrum s'est attaché à développer et à redévelopper à l'occasion de et à revisiter à l'occasion de cette crise, ce que l'on appelle un indice prévisionnel payeur en recouvrement non propre. Hein, c'est un outil qui est prédictif en fait et qui vient véritablement compléter la vision traditionnelle du recouvrement, hein, par une capacité à aller chercher et à aller établir une prédictibilité des comportements payeurs des entreprises à l'entrée. Nathalie l'a dit, plus 40% de dossiers. Hein, donc, c'est une chose. Hein. Si on regarde les scores de solvabilité qui sont sur le diagramme de gauche, hein, qu'on superpose finalement les scores de solvabilité d'un côté, hein, et le score de recouvrement et le taux d'encaissement de l'autre côté, on voit qu'il y a un décalage, on voit qu'il y a un décrochage. C'est-à-dire, en clair, ce n'est pas parce qu'une entreprise a un bon score de solvabilité en période de crise que ce sera l'entreprise qui va payer le mieux et le plus rapidement. Hein. À l'inverse, une entreprise peut avoir un score de
solvabilité qui est faible et on peut avoir de bonnes probabilités effectivement d'encaissement à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'on connaît et qu'on observe depuis des années et qui guident les comportements payeurs dans les entreprises et on va y revenir. Et pourquoi aussi? Parce que tout le travail en fait d'analyse et de segmentation qui est fait par les équipes d'Intrum, ça vise véritablement à se dire, voilà, je vois que j'ai 8% de plus de dossiers sur du BTP qui de surcroît sont des secteurs qui sont les plus difficiles souvent en termes de comportement payeur. Qu'est-ce que je fais? Comment je change tout de suite dès avril, dès le printemps, comment je fais bouger mes stratégies de recouvrement, comment aussi on travaille différemment avec notre partenaire pour derrière être sûr qu'on va sur les bons dossiers au bon moment et avec le bon discours. C'est ça qui véritablement à la fin fait la différence. Voilà, donc aujourd'hui on a cette croyance très, très forte et qui s'est vérifiée à l'occasion de cette crise chez nous, c'est que véritablement en recouvrement de créances commerciales B2B, ce qui va faire la différence, c'est la meilleure association entre des scores de solvabilité à l'entrée et des indices prédictifs de recouvrement. Et c'est l'association des deux qui permet d'être les plus pertinents, ni tout l'un, ni tout l'autre. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on revient sur les fondamentaux de nos métiers, sur la rapidité. Plus on a segmenté tôt le profil des dossiers qui sont arrivés chez nous, plus on va concrètement, effectivement, adapter les solutions de recouvrement derrière et plus on va être pertinent en termes de performance. C'est très, très concret tout ça. Ça va vouloir dire, par exemple, que sur certains dossiers, on va se parler peut-être tous les 2 jours avec les équipes de Nathalie sur les dossiers avec les très grosses expositions. Et on est vraiment dans la définition d'une stratégie unitaire conjointe par dossier. Les dossiers à plusieurs de centaines de milliers d'euros, supérieurs aux millions d'euros. Évidemment, c'est une stratégie conjointe qui est menée avec de l'accompagnement d'entreprise pour l'aider effectivement à récupérer les aides dont elle peut bénéficier le plus rapidement possible. Donc, c'est l'approche conseil, on va dire, dans le recouvrement. Et puis, un certain nombre d'autres profils, tous ceux, par exemple, qu'on n'arrive pas à contacter, joignabilité excessivement difficile et sur certains secteurs compressants compliqués, une accélération toute de la stratégie de recouvrement judiciaire, au moins l'initiation du recouvrement judiciaire. On le sait, on a été dans une période où les tribunaux également ont tourné au ralenti et bien évidemment, on ne pouvait pas s'appuyer sur du recouvrement judiciaire de manière immédiate. Par contre, on a vraiment choisi d'accélérer très, très vite la préparation du recouvrement judiciaire, au moins dans sa phase de préparation, pour être sûr qu'en face, en termes de sélectivité des paiements, les entreprises débitrices de la COFAS allaient s'acquitter prioritairement de leur dossier au vu finalement de l'intensité des actions qu'on pouvait mener. Voilà, donc ça veut dire aussi, plus vite, ça veut dire de changer assez fondamentalement ses habitudes. Ça veut dire aussi sur certains dossiers investir plus vite, finalement beaucoup plus d'argent en termes de coûts de recouvrement, mais pour à la fin, on le verra, un gain net évident et puis finalement la capacité à passer cette période en ayant été capable de remettre en cause ses visions et ses fondamentaux. Voilà, donc effectivement, pour ce que j'illustrais ici, vous voyez ici, par exemple, la construction, 4% de dossiers en plus par rapport à l'année 2019 en 2020, une performance qui est restée à moins 6%, qui a finalement atterri à moins 6%. Donc, si on a 4% de dossiers en plus qui donnent une performance de moins 6 au global, c'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on arrive effectivement à, pour notre partenaire, garantir une performance de recouvrement qui s'est finalement trouvée en hausse. Donc, on part avec du volume en plus et on part avec du volume en plus difficile. Donc, effectivement, tout l'enjeu, c'est d'orienter de bonne manière les actions sur les secteurs finalement
les secteurs les plus à risque, parce qu'au final, si on avait dit, quand le printemps est arrivé, que sur hébergement-restauration ou sur construction, finalement, on serait, excusez-moi, à fin d'année que à moins 6% de performance sur ces dossiers-là, je pense qu'on aurait, si je puis reprendre une expression familière, signé tout de suite. Vous voyez ? Donc, effectivement, ce moins 6 à terminaison sur ces secteurs-là, qui ont été complètement à l'arrêt pendant un temps long ou extrêmement éprouvé comme construction, finalement, c'est un résultat, même sur ces secteurs-là, dont on peut être satisfait. Et à l'inverse, on a effectivement amélioré sensiblement les performances sur d'autres secteurs aussi, en changeant la façon de travailler avec eux. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment la clé en termes d'intelligence artificielle et de business intelligence, qui est vraiment le cœur du moteur du recouvrement, c'est de mixer des risques de défaillance à l'entrée, de la solvabilité, des indicateurs traditionnels qu'on a depuis des années et un nouvel indice prévisionnel payeur-recouvrement qu'on a bâti pour cette crise, à la faveur de cette crise, en s'appuyant sur l'ensemble de nos forces vives de data scientists, groupe et France, pour mettre à disposition effectivement de nos clients. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces leviers-là. Alors, ce qui est très bien, on a mis ça en place et la question se pose effectivement pour se dire à la fin, mais en fait, pour quel résultat? On a tout modifié et est-ce que chacun, c'est dans une collaboration gagnant-gagnant? Alors, pour ma part, donc, comme je le disais, une fois l'effet de sidération passé, l'intensité des actions menées, on a vraiment eu des résultats exceptionnels. Pour être vraiment transparent avec vous, nous avons eu des résultats de 2 points supérieurs à ce que nous connaissons habituellement et 2 points supérieurs en termes de taux de recouvrement. Pour Coface, c'est plusieurs millions. Donc, ça a été une vraie réussite. Ça a été un travail acharné. On a quand même beaucoup plus investi, effectivement, en termes de frais judiciaires. On a plus fait appel à des huissiers. On a plus mis des négociateurs sur le terrain aussi, puisque on peut, avec Intrum, envoyer des négociateurs qui vont toquer aux portes. Donc, une fois que l'activité a repris, on a vraiment utilisé tous les leviers que nous avions à disposition pour un résultat qui, pour Coface, a été effectivement exceptionnel. Anne ? Alors effectivement, donc on ne compte pas forcément sur les mêmes, ces 2 points de plus. Nous, on a mesuré sur l'ensemble des bases en comptant avec nos propres indices, plus 11% de performance à fin 2020. Et si on reprend, c'est vraiment avec les piliers dont on a pu parler, un focus amiable sur les potentiels de paiement. Donc effectivement, dès lors que potentiel de paiement, solvabilité existante, on sait qu'il fallait vraiment renforcer les moyens pour aller faire déclencher le paiement à l'amiable. Le médiateur du crédit s'en était ouvert lui-même. Il y a eu l'effet thésaurisation aussi sur le début. Il y a un certain nombre d'entreprises qui avaient de la trésorerie et qui en ont encore mis de côté finalement par crainte effectivement de voir arriver en fait un deuxième effet ou un troisième effet de la crise. Seulement cette stratégie était véritablement suicidaire parce qu'effectivement si ceux qui avaient déjà un matelas de trésorerie finalement accentué ce qu'on appellerait de l'épargne de précaution pour des ménages, ça menaçait finalement de faire capoter tout le système parce que les PME ou les très petites entreprises n'auraient pas pu suivre. Voilà. Donc effectivement, une fois passé l'effet sidération et sur les grandes entreprises aussi, une fois trouvé les moyens de contourner les difficultés de joignabilité,
hein, parce que effectivement, quand tout d'un coup, tout le monde part en télétravail, eh bien, le processus purchase to pay, pour un peu qu'il ne soit pas complètement digitalisé, eh ben, il est complètement en panne. Hein. Arrive véritablement au fait aussi du paradoxe des entreprises qui avaient de la trésorerie, soit effectivement on fait de l'épargne de précaution pendant un certain temps jusqu'à ce que le gouvernement rappelle à l'ordre et à la prise de responsabilité de l'ensemble des acteurs. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, en dépit parfois de la possibilité de faire en termes de trésorerie, effectivement, on a des process, toute la machinerie process to pay qui est en panne. Hein. L'année dernière, l'année Covid, ça a été, si on demande aux entreprises, on en reparlera tout à l'heure, on a sorti notre European Report il n'y a pas longtemps, si on demande les principaux changements et les principales initiatives stratégiques qu'il y a eu en 2020, ça a été faire notre transformation digitale. Hein, et donc, les process de paiement des fournisseurs, ils ont été au cœur de la transformation digitale. Hein. Et bien, paradoxalement, comme dit Nathalie, il y a eu un nombre d'entreprises élevé où on a, à l'inverse, déployé du contact de proximité. Hein, et ça a été vrai avec nos négociateurs terrain qui se sont rendus sur place pour savoir que le comptable, il passait tel jour, hein, et c'était tel jour qu'il fallait aller sur place si on voulait avoir du répondant et si on voulait avoir véritablement de la comptabilité. Et c'est aussi une approche sur laquelle on a travaillé avec nos huissiers, hein, qui font aussi des interventions amiables ou de comptabilité ou de joignabilité. Hein. Donc, on a vraiment effectivement travailler cet aspect-là, hein, par rapport aux entreprises qui avaient en fait un indice de solvabilité et un risque de solvabilité limité. Hein, tous ceux qui sont en vert à droite du graphique. Hein, voilà. Après, donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a renforcé donc ce recours au judiciaire, effectivement, comme je le disais. Hein, donc en fait, on voit que sur les segments à risque, on vous a présenté donc la contribution du judiciaire, comment on l'a fait évoluer entre 2018 et 2019. On voit très bien les changements de couleur. Hein, on a un recours au judiciaire qui s'est accru partout, en tout cas. À la préparation de l'action judiciaire tôt dans le temps, ça s'est accru partout et effectivement essentiellement sur tous les indices de risque qui étaient donc les plus mauvais, hein, donc en termes d'indices prévisionnels payeurs Intrum. Et puis il y a un troisième levier dont on a parlé, hein, c'est la gestion différenciée sur les gros montants. Hein, donc vous avez les tranches de montants qui apparaissent et la distribution par tranche de montant, hein, sur le troisième tableau. Et donc, effectivement, on voit qu'on a réussi, hein, sur des tranches de montants élevées, hein, qui sont généralement dans les fondamentaux du recouvrement, pas toujours les plus simples, hein, aussi à aller chercher et sur ces gros encours et sur ces dossiers phares, vraiment par l'injection exceptionnelle et ultra personnalisée de l'augmentation de recouvrement, tout en se mettant en situation sur les dossiers volumétriques et de petite taille, hein, de ne pas baisser la garde et pour avoir un effet volume qui ne vienne pas obérer les résultats sur les gros dossiers. Voilà, du coup, c'était pas fait, hein, et effectivement, c'est un sujet, ce sujet est vraiment devenu au cœur des préoccupations des directions générales, hein, de la direction générale évidemment chez COFACE et de la direction générale chez l'ensemble de nos clients, ce qui a aussi, et je pense que c'est un bénéfice, hein, permis de remettre un gros focus sur les pratiques de recouvrement, sur toute l'intelligence artificielle qui est derrière. Ça a été une occasion de vraiment d'investissement, hein, sur l'ensemble des pratiques et sur l'ensemble, sur la façon dont on mène notre relation partenariale également au quotidien. Hein, il y a eu beaucoup de part et d'autre. Très bien. Donc, quelles leçons on peut en tirer pour l'avenir et surtout, c'est ça qui est le plus important, quels sont les prochains enjeux qui attendent votre partenariat réciproque et comment vous vous y préparez? Alors, les prochains enjeux,
Aujourd'hui, en 2021, c'est encore une année inédite, pour être très clair, mais pas du tout dans le même sens que 2020, puisqu'on est plutôt sur un faux plat, une accalmie qui est assez artificielle, puisqu'on sait que toutes les entreprises sont encore sous perfusion des aides de l'État. Et aujourd'hui, nous, comme il y a un décalage entre le moment où on reçoit les impayés et le moment où la facture a été émise, on est dans un calme qui fait appel en fait à l'accalmie qui a eu lieu il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, nous avons une baisse de la sinistralité, une baisse importante de la sinistralité, avec des dossiers qui nous arrivent, qui sont du coup encore plus difficiles à recouvrer. Anne vous en parlera sûrement mieux que moi. C'est que là, on est vraiment sur des dossiers où, quand les entreprises ne payent pas, c'est que vraiment il n'y a pas de trésorerie. Donc là, on est confronté aujourd'hui à des débiteurs qui ont des vraies difficultés. Bien que, pour l'instant, nous ne voyons toujours pas la vague de défaillance arriver, puisque ces entreprises survivent encore. Donc, jusqu'à quand, malheureusement, bien malin celui qui pourra le dire, on anticipe quand même que les aides de l'État soient maintenues et progressivement retirées, on va dire jusqu'aux prochaines échéances électorales, sans faire de mauvais esprit. Donc, on sait que 2021 va continuer à être une année difficile, mais un peu artificielle. Par contre, ce qu'on anticipe, c'est une année 2022 très compliquée, avec là, certainement, la fameuse vague de défaillance qui est repoussée depuis 18 mois. Donc, on s'y prépare grâce aux actions qui ont pu être mises en place l'année dernière. Ça nous a permis quand même d'anticiper, de tester, de nous améliorer tous les deux dans l'approche des débiteurs. Donc, je pense qu'on est beaucoup mieux préparé aujourd'hui qu'il y a 18 mois pour faire face à cette vague. Anne ? Alors, effectivement, les enjeux de cette année, ce sont des enjeux de difficulté des dossiers, donc 100% d'accord avec Nathalie. Il y a un an, on avait un gros effet volume, un pic d'activité qu'on a vu arriver. Là, le volume est plat, mais les dossiers sont difficiles, puisque finalement, tous les leviers dont on a usé l'année dernière et dont on parlait, des entreprises qui avaient thésaurisé, les entreprises qui étaient éligibles à la PGE, les mesures différées par rapport au paiement des charges sociales, etc., c'est vrai que finalement, les bénéfices court terme qu'on a pu avoir grâce à l'utilisation de ces aides, pour permettre de rembourser une partie des créances, aujourd'hui, finalement, ça ne concerne plus les entreprises débitrices que nous avons en gestion dans le cadre des sinistres COFAS, parce que tout simplement, les entreprises comme sous perfusion, soit ne sont pas tombées dans des situations de sinistralité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on voit revenir d'une part des montants moyens plus élevés et d'autre part, on voit une ancienneté aussi qui est plus importante des dossiers qui nous arrivent. Voilà, donc on est dans le dur, ce qui veut dire que on est très, très attentif et extrêmement sensible à l'ensemble des mesures du plan relance et d'accompagnement qui sont déployés en sortie de crise et sur les différents secteurs d'activité, prenant aussi en compte les effets de saisonnalité. Il y a du PGE saisonnalité, il y a un certain nombre de choses. Mais pour autant aussi, ce que l'on voit bien, on est aussi très conscient de l'effet accélérateur que ça va avoir, qu'a cette sortie de crise et cette sortie de confinement en termes d'impact BFR. Puisqu'effectivement, on entend les chefs d'entreprise dire « écoutez, je redémarre » et comme sous prétexte que ça redémarre, on arrête l'aide à ma trésorerie, sauf qu'en fait, j'ai un besoin en fonds de roulement maintenant. Voilà. Donc, Donc, d'une part, effectivement, les dossiers qui sont en sinistralité maintenant, c'est des dossiers qui ont déjà des vraies difficultés de trésorerie, auxquelles viennent se rajouter les difficultés liées finalement inhérentes à toute relance et à tout redémarrage d'activité qui sont effectivement des tensions de BFR. Voilà, donc ce qui veut dire que les secteurs d'activité qui ont été impactés en fait par
par la crise Covid, ils sont plus que jamais sous surveillance, bien sûr, de ce point de vue trésorerie. Et si on regarde d'une part, donc ça, je pense qu'effectivement, voilà, c'est deuxième partie de l'année, c'est début 2022, c'est certain. Et donc, pour 2022, avec petit à petit les dispositifs qui vont se tarir et les amortissements des PGE ou autres dispositifs d'accompagnement, c'est clair que là, de nouveau, on s'attend à encore un autre challenge. Ça fera 3 années, 3 challenges, qui sera cette fois-ci un gros challenge capacitaire, parce qu'on va avoir effectivement de la volumétrie très élevée. Et on a tout un travail à faire aussi cette fois-ci. On sait que toutes les leçons et tout le gros travail qu'on a fait d'accompagnement des entreprises très, très rapprochées pour les aider à récupérer la trésorerie, il va falloir aussi le faire sur les mesures de prévention de difficultés des entreprises. Donc, tout ce qui va être l'accompagnement. L'objectif, ça va bien être de voir comment on joue un rôle intelligent pour éviter que derrière, il y ait effectivement trop de défaillances sans qu'on ait réussi peut-être à trouver des accords ad hoc, de la conciliation, à trouver voilà, des mesures différentes qui vont être adaptées à l'ère du temps. Donc, c'est à la fois vraiment du capacitaire et de la gestion des entreprises en difficulté, pour ce qui concerne les savoir-faire de nos équipes. Et puis, donc, effectivement, en termes d'intelligence économique, ça va être de nouveau au plus tôt, dès qu'on va repérer dans nos indicateurs statistiques les évolutions de nos indices prédictifs payeurs, d'être extrêmement rapide dans l'adaptation des stratégies de recouvrement, de nouveau, pour éviter qu'effectivement 2022 soit une année compliquée. Très bien. On va respecter l'horaire. Donc, Alexandre ou Paul, avons-nous des questions? Moi, je ne les vois pas. Donc, non? Non, il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, il y a des observations que il y a des observations que je vais relayer. C'est-à-dire, effectivement, vous avez commencé, Anne, à y répondre, mais à un moment ou à un autre, vous avez parlé de conciliation. Il faudra peut-être faire appel aux médiateurs des entreprises sur certains dossiers plus complexes, plus compliqués, avec des litiges, etc. Donc là aussi, vous accompagnez vos clients là-dessus? On travaille en partenariat avec nos clients là-dessus, donc c'est évident, puisque à chaque fois c'est une discussion ad hoc, donc on le disait avec Nathalie, il y avait des dossiers, les dossiers à plusieurs centaines de milliers ou à plusieurs millions d'euros. Il est évident que dans la stratégie de recouvrement en 2020, on en a discuté unitairement, en apportant et en consolidant finalement la vision et la connaissance qu'on avait de la position de son entreprise, de son écosystème, de sa trésorerie, etc. etc. Voilà, donc c'est véritablement un accompagnement qu'on va continuer à faire et qui va être de plus en plus critique. Et j'insiste puisque le thème de ce webinaire ce matin, c'est sur la relation partenariale. Quand on analyse son recouvrement, un des facteurs clés de succès, c'est évident, elle est dans la qualité de la relation et de l'animation du partenariat, en fait, entre le créancier, l'entreprise donneur d'ordre, et en l'occurrence Nathalie et ses équipes, et le dialogue à tous les étages avec le partenaire qui est Intrum. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès, encore plus quand on va travailler dans des dossiers sur de la gestion d'entreprise en difficulté, de la conciliation, etc., bien évidemment. Très bien. Alors, on va venir à quelques mots de conclusion. Donc, merci. En tout cas, je vais vous laisser aussi vous exprimer, mais on a vu à travers vos échanges que le partenariat était particulièrement important, surtout sur le recouvrement amiable, pour que chacun en tire le maximum. On a bien compris que vous aviez adapté vos processus pour quand même accompagner les débiteurs, qui pourraient être tout à fait honnêtes et en difficulté passagère. Et donc, ça, c'était vraiment un message important et surtout l'adaptation de la relation par rapport à la crise traversée. Alors, je vais vous laisser un mot de conclusion
à Nathalie et à Anne. Oh bah, mon mot de conclusion, alors je ne vais pas être redondante, hein, moi je pense effectivement que la proximité avec le partenaire est essentielle et le cas par dossier, en analysant la solvabilité, le comportement de paiement, le secteur d'activité, compte tenu du contexte de la pandémie, c'est ça la clé de succès. C'est quand même du temps, il faut se poser sur les dossiers, il faut prendre les bonnes décisions, toujours privilégier l'amiable, ça on ne le dira jamais, jamais, jamais assez, et mettre en place des plans de paiement. On le voit par exemple en ce moment, on a de plus en plus de plans de paiement longs qui sont mis en place parce qu'il y a des vraies difficultés qui commencent à apparaître, pas encore tout à fait en France, mais pour que vous donniez une vision un peu européenne, on voit déjà en Espagne et en Allemagne une remontée du nombre des défaillances. Donc, on se tient prêt quand même en France, puisqu'on sait qu'il va falloir rembourser les PGE et il y aura de moins en moins d'aides. Donc, le partenariat d'Intrum restera précieux pour nous sur le marché français. Et on privilégiera toujours la proximité. On délègue pas une activité sans la contrôler. Alors, on la contrôle, c'est un mot un peu dur pour Anne, mais on le fait vraiment de façon participative. Anne? Oui, donc effectivement, on va retenir la proximité, on va retenir la gestion personnalisée du dossier et on va retenir pour aussi anticiper le capacitaire et la volumétrie. Hein, c'est tout le travail de fond sur l'intelligence analytique, hein, parce qu'effectivement, on va faire face à du volume. On dit que c'est très important de savoir faire du cas par cas et du dossier par dossier. Hein, et tout le challenge à relever, c'est quand même, il faut savoir faire dossier par dossier sur les bons dossiers. Hein, et pour cela, il faut être guidé, en fait, par la data. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, l'information d'entreprise, aujourd'hui, est un support précieux. Mais nos propres indices de comportement payeur et nos indices prédictifs de paiement sont vraiment essentiels par rapport au fait de cibler les efforts sur les bons dossiers. Voilà, c'est à la fois des données et c'est des hommes et des femmes hein, qui font que le partenariat se réussit. Puis peut-être qu'on peut, je ne sais pas, on a parlé beaucoup de points d'attention, mais peut-être qu'on peut terminer quand même sur une note optimiste. Il faut. On a parlé aussi du plan relance. On est dans une période de relance. Donc, j'y ai fait brièvement allusion. Donc, Intrum vient de publier son European Payment Report qu'on publie maintenant depuis plus de 20 ans. Et peut-être en conclusion, si on peut retenir trois choses, c'est qu'effectivement, les entreprises européennes au global, elles sont prêtes à relever le défi de la croissance. Hein. On a 45% d'entre elles qui disent qu'ils sont plutôt confiantes dans l'avenir. Donc, c'est bien. Et on va retenir ça, même si là, on a beaucoup parlé de sinistralité et de recouvrement. Donc voilà, donc les entreprises ont envie d'y aller et ont envie de s'engager dans une dynamique de reprise et de croissance. Sur la partie du soutien des pouvoirs publics, on a beaucoup parlé de perfusion et puis quand va s'arrêter la perfusion, que se passe-t-il? Il y a un enseignement, je trouve, qui est aussi un retour qui est très bien dans l'European Payment Report, c'est de 60% des entreprises ont quand même dit que la crise les a vraiment forcées à se pencher sur la qualité de l'ensemble de leur process, de leur processeur de cash, de la gestion de leur risque client. On l'a dit tout à l'heure, c'est remonté vraiment sur le bureau des directions générales et des COMEX. Hein. Donc, ça a été une opportunité de faire des progrès de fond sur nos métiers. Et ça, on va espérer qu'on va continuer effectivement à capitaliser là-dessus. Et les entreprises ont pris conscience qu'il y avait, c'est peut-être la troisième chose, il y avait un vrai effet prise de conscience que le temps et les ressources passées sur le traitement des retards de paiement, ça apportait derrière du cash. Et le cash, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est la reprise et c'est la relance. Très bien. Écoutez, merci pour ces présentations très instructives et ces échanges. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire partenaire Intrum. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.